Donc je ne me présente pas, vous aviez une affiche dans le hall, donc je pense que vous l'avez lu. Sinon, bah, tant pis pour vous. Comme ça, c'est fait. Donc ce soir, on va parler de la psychiatrie et de la prise en charge ambulancière. Ouais, il faut que ça fonctionne encore. D'abord, la population psychiatrique. Est-ce que vous connaissez à peu près la moyenne d'âge des patients en psychiatrie? 25, 28, 30. Ouais, quoi d'autre? Adolescent, c'est pas une moyenne d'âge. Ouais, mais à ce moment-là, ça s'appelle une fourchette, ça s'appelle plus une moyenne. Ensuite? Non? Bon, 26 ans. Donc, vous voyez, en psychiatrie, la population. Ouais, mais vous n'aurez pas bon surtout toute la soirée, ne vous inquiétez pas. Moyenne d'âge 26 ans. Donc, vous voyez que c'est quand même une population relativement jeune. D'accord? Il ne faut pas croire que la psychiatrie, c'est toujours les personnes âgées ou autres. Il y a aussi de la pédopsychiatrie, c'est sûr. Mais en tout cas, moyenne d'âge 26 ans. Le rapport homme-femme, plus d'hommes, plus de femmes. Ah oui, mais pourtant on sait que les femmes sont folles par définition, donc plus d'hommes, plus de femmes, plus d'hommes. Oui, effectivement, il y a 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes, souvent liés aussi à des problèmes d'alcoolisation aiguë qui entraînent des actes de violence. Et enfin, la durée moyenne de séjour en psychiatrie, en hospitalisation, on reparlera en fin d'intervention si vous êtes toujours dans la salle, de la durée moyenne, enfin de la législation pour entrer en psychiatrie. C'est combien? Vous n'avez pas compris ma question. Je parle pas français peut-être. D'accord. Pourtant le gaulois était ma langue maternelle. Je vous demandais en psychiatrie, en hospitalisation, combien de temps, grosso modo, restent les gens hospitalisés en psychiatrie? 6 mois, 3 ans, 24 jours. Donc moins d'un mois. Donc ce sont en général des hospitalisations qui sont relativement courtes, puisque après ils sont pris en charge régulièrement en extra-hospitalier, hein, en CMP, en hôpital de jour. Tout ça. Alors quelques définitions quand même à savoir. Qu'est-ce que c'est que la psychiatrie, hein? Ces 2 types de maladies. Ça regroupe les psychoses, qui sont des affections mentales altérant la personnalité dans son ensemble, qui se traduisent par la perte du contact avec le réel, l'altération des relations avec le mode environnant, et l'existence de désirs, de croyances, de comportements étranges, incompréhensibles, irrationnels, qui s'expriment à travers des idées délirantes et qui traduisent un mode de pensée irréel. C'est-à-dire que la personne, effectivement, ne se sent pas malade, elle se construit des châteaux en Espagne, à l'opposé des névroses, qui sont des affections qui n'altèrent pas la personnalité. Ici, vous êtes une trentaine dans la salle, vous êtes de toute manière 30 névrosés, hein, de toute manière, ça c'est sûr. Donc, vous n'êtes peut-être pas tous psychotiques, mais en tout cas, vous êtes tous névrosés. On va voir maintenant quelques pathologies, puisque le but de la soirée, c'est la violence et la psychiatrie. Donc on va voir quelques pathologies qui peuvent induire de la violence. Si on m'a demandé de vous faire le cours ce soir, si on me l'a demandé à moi, c'est parce que je suis certainement le meilleur instructeur de la place de Paris. D'accord? Ça vous fait rire? Je sais pas, je vous vois sourire. Pardon? Oui, bah apparemment. Enfin, je vois qu'apparemment ça en fait rire d'autres. Mais pourquoi ça vous fait rire quand je dis ça? Ben, je sais pas, dites-le. Je vous vois sourire là tous.
Alors déjà, je pense que vous gardez vos réflexions pour vous, hein, parce qu'on n'est pas là pour jouer. D'accord? Donc qu'est-ce que vous vouliez dire, vous, tout à l'heure, à vous marrer? Parce que je vous vois encore vous marrer dans votre... Ah non, non, là, je rigolais pas, là. Hein. Enfin, je crois pas. Enfin, quelque part, vous vous foutez de ma gueule, quand même. Si vous voulez. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Enfin, je sais pas, je commence un cours, j'en suis à ma 3e diapo, et apparemment, il y a des trucs qui vous font rire. Je parle à monsieur, vous, madame, vous rigolez. Mon cours vous plaît pas ou quoi? Non, il y a votre franchise, il y a un côté franc, et en même temps, il y a un côté, on se dit, voilà, il nous parle. Ouais, je vous dirais de vous nous parler avec une manière, directement, je vous dirais de quel droit vous me parlez comme ça, quoi. Vous, comme ça, pourquoi tu rigoles? On a le droit d'avoir un sourire, il n'y a rien de méchant, on vous attaque pas, on n'est pas. Voilà, Ouais. c'est tout. Mais Ouais. maintenant, c'est un côté aussi franc de votre part bon, voilà, ça fait sourire. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je suis meilleur que vous, je peux vous parler Ah, mais comme tout je à veux. fait, hein, si vous considérez que vous êtes meilleur que nous, il n'y a pas de souci. Je veux dire, si on m'invite moi pour faire la conférence, c'est que j'ai certainement des compétences pour la faire. D'accord? Alors déjà que je viens pour m'adresser à des ambulanciers, Ouais, d'accord? Donc, c'est des. hein, Ouais, petit ah, niveau quand même. Voilà, c'est des. Encore. Hein. Oui, parce qu'en plus de ça, je viens bénévolement, je suis même pas payé, quoi. Et généreux. D'accord? Je peux reprendre? On continue. Donc effectivement, la première pathologie qu'on va voir, c'est la paranoïa. La paranoïa, c'est quoi? Eh ben, c'est tous les signes qui viennent là. Et ces signes, c'est quoi? Eh ben, c'est l'hypertrophie du moi, par exemple. C'est-à-dire que quand vous avez un connard qui arrive pour vous faire un cours et qui vous dit « Je suis le meilleur instructeur de la place de Paris », ça s'appelle l'hypertrophie du moi. Bonjour. C'est quand vous voulez. Hein. Donc ça s'appelle l'hypertrophie du moi. Le syndrome marqué de persécution. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous rigolez quand je m'adresse à vous? Toutes ces questions-là, eh ben ça s'appelle le syndrome marqué de persécution. Le délire d'interprétation et cette fausse interprétation qui fait que vous êtes des petites gens, que vous êtes certainement en train d'interpréter ce que je suis en train de dire, ou comme vous l'avez dit, mais de quel droit vous me parlez? Et à ce moment-là, moi je vous prends encore de plus haut. Effectivement, c'est dans ce côté supérieur. D'où cette façon dont je m'adresse à vous, c'est quelque part une certaine méfiance, hein, une méfiance pathologique. Bien évidemment, il me fallait un persécuteur, et le persécuteur, je l'ai provoqué ici. Après, tout au début même, que ça commence, j'en avais un là. Et puis alors, il y en a un qui s'est découvert à un moment. Royal. Royal. Hein, c'est la ligne qui veut ça. D'accord? Et puis cette agressivité imprévisible. Qui il est ce mec qui vient nous faire court? Qui apparemment, bon, si on l'a appelé, c'est que quand même, il doit être un peu sympa quand même, enfin j'ose l'espérer. Et qui, en fait, comme vous dites, nous parle comme à des chiens, quoi. D'accord? Et vous avez vu aussi comment, depuis maintenant 10 minutes que le cours, la conférence, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, en tout cas l'échange, j'espère par la suite, comment on arrive en 10 minutes, 5 minutes, à plomber l'ambiance. Et cette ambiance-là, c'est tout à fait la même chose que vous allez pouvoir retrouver éventuellement en intervention avec les ambulanciers, enfin avec les patients. Et que si vous ne savez pas déceler au moins les petits signes, si vous ne prenez pas les choses quand même un petit peu au sérieux, si vous commencez à sourire devant le patient qui, lui, est pas bien, qui est quand même dans son monde, parce que moi, ça y est, j'ai atterri, je suis avec vous là, et bien vous voyez comment tout de suite ça peut dégénérer. Donc, faire attention à ça. Hein. Rassurez-vous, hein, le cours, ça fait X fois que je le fais, à tous les coups ça marche. Hein. Il y en a toujours un qui se fait avoir. Donc,
C'est ça. Donc faites très très attention dès que vous rentrez en contact avec un patient. Vous ne le connaissez pas et il ne vous connaît pas. D'accord? Alors le paranoïaque, c'est un patient qui donc, peut venir agressif, hein, comme on a dit qu'on verrait tout ce qui devient agressif. C'est quelqu'un qui peut être manipulateur. La preuve, c'est que je peux vous emmener où je veux et qu'en 5 minutes, j'ai pu vous monter la mayonnaise et de façon à ce que ça explose. Et ça a explosé. C'était le but recherché. Et puis, donc vous faites attention à l'agressivité imprévisible et vous surveillez vos propos aussi. Parce que vous n'avez pas été très méchant, mais vous auriez pu être plus véhément. J'ai connu des élèves plus véhéments et avec qui ça aurait pu monter encore plus, encore plus, encore plus. Limite, aller au clash. D'accord? Donc faire très attention. On a mis que c'était des gens qui avaient un respect de l'autorité. Il faut que vous soyez bien identifié comme ambulancier. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez en tenue d'ambulancier et pas en civil. Parce que vous êtes en civil, il est en civil, grosso modo, mais il va vous dire « Mais t'es qui, toi ? T'es qui pour me parler comme ça ? T'es qui pour me donner des ordres ? T'es habillé comme moi. Qu'est-ce qui me fait dire que t'es ambulancier ?» Donc la tenue est déjà une marque, une limite qui impose un respect, qui impose des limites et qui est important que vous puissiez mettre en place. D'accord ? Et ça avec tout patient. Et puis bien évidemment, ne jamais adhérer à un délire. Une personne qui est délirante, on n'adhère pas à son délire. Par contre, on peut s'appuyer sur un délire pour discuter. C'est-à-dire que si je regarde là le projecteur, et puis que j'ai dit hey, il me parle. Hein? Vous avez vu? Il me parle. Vous êtes d'accord avec moi? Il me parle. Entrer dans le délire, ça serait de dire ah oui, vous avez raison, il parle. Oui, oui, vous avez raison, moi aussi je l'entends, il me parle. Ça, c'est rentrer dans le délire. Par contre, s'appuyer sur le délire, ça serait de me poser la question et de me dire mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il parle? Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est une voix gentille, une voix méchante, une voix connue, une voix inconnue. Donc ça, vous allez vous appuyer sur le délire pour trouver des éléments pour votre bilan. Mais par contre, vous ne rentrez pas dans le délire. Ce qui est deux choses complètement différentes. Et ça, c'est important aussi à savoir et à garder en mémoire. Alors, une autre pathologie, c'est la psychose maniaco-dépressive, ce qu'on appelle des fois la PMD, les troubles bipolaires, qu'on appelle plus comme ça maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie de repeindre mon appartement et j'ai envie de le repeindre en jaune fluo. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donnez-moi mon avis. Donnez-moi votre avis. Hein? Ouais, mais moi je voudrais avoir votre avis. Pourquoi c'est dégueu? Bah si, moi je trouve ça super joli. Et alors, je sais pas vous, mais moi, quand arrive le printemps, je sais pas pourquoi, mais je baise. Mais alors, tout, hein. Homme, femme, enfant, chèvre. Hein. Absolument tout. Et puis alors, bah du coup, je dors plus. Comme je dors plus, je perds du poids, puis je mange plus parce que ça sert à rien. Hein, il faut profiter de la vie. Tout ça, c'est bien. Et en plus d'avoir le meilleur instructeur de la place de Paris, une chose que vous ne savez pas, c'est que je suis le fils caché de la reine d'Angleterre. Et avoir le meilleur instructeur de la place Paris, plus le fils caché de la reine d'Angleterre, je crois que pour vous, c'est le summum ce soir. D'accord? Vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec moi? Bah oui, je le dis. Donc, l'humeur expansive, euphorique, d'accord, la vie est belle.
Cette excitation motrice et psychique, ça part dans tous les sens, avec, comme je vous le disais, le raccourcissement du sommeil, je ne dors plus, donc je mange plus, je perds du poids, l'augmentation de la libido et l'érotomanie, homme, femme, enfant, chèvre, et puis c'est parfois délire de grandeur, la mégalomanie, hein, je suis le plus beau, là encore, et la mythomanie, c'est ça la mythomanie, hein, c'est quand je vous dis que je suis le fils caché de la reine d'Angleterre. C'est ce qu'on appelle la mythomanie. Alors, ça sert à rien si je vous dis qu'effectivement je suis le fils caché de la reine d'Angleterre, de me dire que c'est pas vrai. Ça fait 50 ans que je vis avec ce délire, et vous, en intervention, vous allez m'avoir quoi, 1 heure, 2 heures maximum. En 2 heures, vous n'allez pas changer la vision des choses. Et si effectivement j'ai toujours été habitué à penser ça, je ne vais pas le changer. Donc ça ne sert à rien de vouloir me faire changer en un quart d'heure en me disant « Mais monsieur, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas être le fils caché de la reine d'Angleterre, parce que sinon vous aurez vu dans les journaux le truc, le machin. » Et à ce moment-là, si vous me dites que vous l'auriez vu parce que ça serait certainement dans Voici, dans Oups, c'est ce que vous voulez, là, quelque part, vous rentrez aussi dans mon délire. Donc ce qu'il faut adopter à ce moment-là, c'est plutôt une attitude neutre. J'ai envie d'être le fils caché de la reine d'Angleterre, bah, très bien. Ça mange pas de pain, ça vous nuit pas, ça ne nuit pas, tout va bien. D'accord ? Par contre, si c'est autre chose et qui est un petit peu plus dangereux, bah là, on réfléchit plus à la conduite à tenir. Donc, comme je vous le disais, ne jamais adhérer au délire, attention à l'agressivité du maniaque, parce que si vous me dites qu'effectivement je ne suis pas le fils caché de la reine d'Angleterre, ça ne va pas me plaire que vous alliez contre moi, et à ce moment-là, on ne va pas être copains tous les deux. Et obligatoirement, ça va monter d'un cran, et on va aller au clash. D'accord ? Donc, comme il y a eu cette phase maniaque, eh bien, il y a son pendant, qui est la phase mélancolique, où là, là, si on était gay, on devient triste. Ma peinture de jaune fluo, je vais repasser chez Leroy Merlin et je vais acheter du noir et je vais tout peindre en noir. Je vais bien sûr avoir des idées de culpabilité, c'est de ma faute si je suis comme ça, je m'en sortirai jamais, parce que je peux avoir conscience un petit peu de ma maladie, ce sentiment d'indignité, éventuellement d'un passage à l'acte auto-agressif, hein, avec donc ces idées d'incurabilité qui vont avec la culpabilité, l'inversion du cycle veille-sommeil, les hallucinations liées au délire, et puis ça va donner éventuellement aussi des troubles somatiques. D'accord ? Donc, ce sont des gens qu'on va hospitaliser. On prévient le passage à l'acte, c'est-à-dire que chez toute personne chez qui vous intervenez en psychiatrie, vous faites en sorte que, surtout quand on est en immeuble, en étage, que la personne ne soit pas près de la fenêtre, ou qu'elle soit ouverte. Hein, on va en discuter un petit peu plus tard dans le propos. Et puis surtout, vous ne laissez jamais seul un patient, jamais, 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 et quelle que soit sa pathologie, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va avoir envie de faire. D'accord ? Il peut effectivement passer à l'acte vis-à-vis de vous, mais il peut aussi passer à l'acte sur lui et puis se défenestrer ou autre. La schizophrénie, 1% de la population, et ça débute entre 15 et 25 ans. C'est principalement chez les hommes. Si vous avez passé ces 25 ans-là et que vous n'êtes pas schizophrène, vous ne serez jamais schizophrène de votre vie. C'est déjà ça. Hein. Les femmes, il y en a moins. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, il y a une chose qui est très importante qu'il faut que vous sachiez dans la prise en charge des victimes en psychiatrie, c'est qu'il faut que vous fassiez absolument attention au Schtroumpfele. Le Schtroumpfele, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Je pense qu'on a dû déjà vous en parler en cours, et c'est vraiment quelque chose auquel vous ne pouvez pas passer côté, quoi. Parce que le Schtroumpfele dans la prise en charge, c'est vraiment quelque chose qui est... oui, qu'on ne peut pas éviter, quoi.
Euh, Pardon? Vous avez une question? Le Schtroumpfele, vous savez pas ce que c'est qu'un... Vous savez pas ce que c'est qu'un Schtroumpfele? Le néologisme. Oh là, voilà un quart qui arrive. Bonsoir. 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 La visite est déjà commencée. Hein. On en est à la deuxième pièce du château. Le néologisme. D'accord? C'est ça, le Schtroumpfele. Alors, quand je suis venu vous faire cours ce soir, juste avant, mes parents m'ont appelé pour m'annoncer que ma sœur était morte. Et j'ai trouvé ça excellent. Bon, elle avait un cancer et je lui avais dit, tu verras, ça sera ton cancer qui gagnera. Mais elle m'avait dit non, parce qu'avec les traitements, les trucs et comme ça, et elle est morte, quoi. Je lui avais bien dit à cette conne. Et donc voilà. Par contre, je suis aussi allé faire un tour à la FNAC, et là, par contre, il y avait un disque, ils ont sorti un disque pour Noël, pour les 5 ans de la mort de Grégory Le Marchal. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai beaucoup de mal, quoi. Parce que Grégory Le Marchal, quand même, c'était un super chanteur, quoi. C'était l'avenir assuré. C'était, je sais pas moi. C'est peut-être Grégory Le Marchal qui arrive, non? Non, c'est pas la même couleur. Donc, ça, vous comprenez, moi, ça me pose problème, quoi. Et bien ça va être quoi, d'après vous? Ben, c'est des actes contradictoires, déjà. Hein, parce que quand ma sœur meurt, je rigole. Par contre, Grégory Le Marchal, ça me fait pleurer. C'est aussi une forme d'inaffectivité. Trouve de l'affectivité, oui. Alors, moi je trouve dommage que je sois quand même obligé de vous faire un cours ce soir. Parce que si vous étiez des gens intelligents, ce que vous n'êtes pas malheureusement, vous pourriez quand même lire dans mes pensées. Et je suppose qu'en lisant dans mes pensées, j'aurais même pas besoin de parler. D'ailleurs, je sais que là, parmi vous, il y en a qui me parlent. Ils me parlent et j'entends ce que vous dites. Et ça, c'est important. Vous comprenez? Parce que on peut échanger comme ça. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que qu'est-ce que j'étais en train de vous dire déjà? Aidez-moi là, parce que je ne me rappelle plus. J'ai un trou. Hein? Lecture dans la pensée? Eh ben non, là c'est un barrage. Quand effectivement je m'arrête comme ça, et en disant « Ah oui, au fait, et puis qu'il y a un vide », c'est ça ce qu'on appelle un barrage. D'accord? Les hallucinations, bah, elles peuvent être aussi bien auditives que visuelles. D'accord? Parce que le monsieur là qui a des grandes oreilles avec un super long nez, juste le nez, c'est comme ça que je le vois. D'accord? On peut même voir les gens comme ça. Magritte, qui a dessiné un tableau qui s'appelle Le Viol. C'est sûr que quand vous voyez une personne comme ça pose problème.
J'espère au moins ce soir qu'en venant là, actuellement, vous voyez un petit chauve bedonnant barbu. Parce que si ce n'est pas le cas, posez-vous des questions. Il y a des points communs? La pilosité, d'accord. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, je trouve. Mais bon. Donc, des troubles du cours de la pensée, de l'incohérence, des barrages, des hallucinations. On peut se sentir téléguidé. D'accord? La personne qui va passer par la fenêtre et qui va dire « Oui, mais c'est Dieu qui me l'a dit. Et j'ai écouté Dieu. Et Dieu m'a dit « Lance-toi par la fenêtre. » Et je me suis lancé par la fenêtre. Mais j'ai mal atterri. Lecture des pensées, les troubles du langage, le néologisme, le jargon, le mutisme, parce que y a des gens qui ne parlent pas du tout. Les troubles de l'affectivité, je pense que vous les avez compris. L'isolement. Et puis, il y a ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Alors ça, ce n'est pas un néologisme. C'est la transformation physique de sa personne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, par exemple, vont vouloir s'amputer d'un membre, peut-être d'un petit doigt, ou ce que vous voulez. Ça leur fera pas mal, de toute manière. Et pourquoi ils vont vouloir s'amputer? Parce que c'est pas à eux. Donc à partir du moment où c'est pas à eux, pourquoi ils garderaient ce petit doigt? Donc c'est normal qu'ils le coupent. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, il y a quand même un petit problème. D'accord? Un deuxième cas? C'est clair jusqu'à présent? Non, pas de questions. Ce sera après les questions. On me coupe pas la parole. Non, mais je suis le meilleur instructeur de la place de Paris, quoi. Alors, ne rentre pas dans les troubles psychiatriques les déliriums très minces, mais quand même, je vais vous en dire deux mots, parce qu'effectivement, ça peut être source d'agressivité. Les déliriums très minces, c'est lié au sevrage alcoolique, et vous pouvez en trouver quand même. Imaginez la personne qui est tout le temps en train de boire, donc qui est un alcoolique chronique, la personne âgée qui a chuté à domicile et qui est restée 24-48 heures par terre. Donc pendant ce temps-là, elle n'a pas bu, et quand vous allez arriver, elle va être en manque. D'accord? Et ça peut être aussi, bien sûr, source d'agressivité. Ça va avoir quoi? C'est quand même très facile à reconnaître, parce que la personne, quand elle va vous parler, et à un moment, ça va poser problème, parce que d'autant plus que là, sur le mur, il y a quand même les bébêtes qui sont en train de monter contre le mur. Et que ces bébêtes qui montent contre le mur, elles vont peut-être venir sur moi et que moi je les veux pas. Je les veux pas sur moi, je les veux pas. D'accord? Et là, vous allez avoir cette violence qui va monter parce que c'est toute cette vision, ces hallucinations que la personne bien entrevoit, qui sont, comme c'est des hallucinations, bien évidemment elles sont fausses, eh bien ça va lui créer de l'angoisse et l'angoisse va entraîner une certaine violence. Alors, là aussi, la personne peut vous voir différemment de ce que vous êtes. Donc, lorsque vous intervenez chez des personnes qui ont des hallucinations ou autres, quelle que soit la pathologie, il faut toujours vous présenter, toujours être dans un milieu éclairé, d'accord, et toujours vous présenter de face à la personne. D'accord? Parce que quand je parlais de la dysmorphophobie tout à l'heure, enfin l'image de soi qui est un petit peu altérée, le fait, si je m'approche de quelqu'un, le fait de lui poser la main sur l'épaule, comme ça, comme on fait quand on touche une victime, ça peut être tout à fait amical, ça peut être dans le but de prendre un pouce, ce que vous voulez, donc on va toucher. Mais pour la personne, ça peut être hyper intrusif. C'est-à-dire que le bras que vous allez poser sur le pouls, sur l'épaule ou autre, pour elle, ça va carrément, éventuellement, lui rentrer dans le corps, aller lui arracher les entrailles, et à ce moment, voilà. D'accord? Donc votre geste qui était complètement anodin au départ, en fait, ne l'est pas forcément du tout pour elle. Donc là encore, faire attention. Comment on aborde une personne? Toujours de face, toujours dans un milieu éclairé, et en se présentant.
D'accord? Ça, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit acquis. Vous avez vu, on retrouve souvent cette notion de paranoïa. C'est parce que c'est par là que j'ai commencé. C'est toujours cette fameuse méfiance, c'est l'angoisse que ça génère et qui entraîne de la violence. Donc, ne pas prendre de risques, bien évidemment, parce que ça peut être une violence classique. Je veux dire, ça peut monter très vite et très fort. L'éclairage maximal, je viens de vous en parler. Et puis, vous évitez les avertisseurs sonores et lumineux en psychiatrie. Pourquoi? Parce que c'est neurostimulant. Et qu'à ce moment-là, ça peut créer de la violence. Donc, dans ces cas-là, on ne met les avertisseurs sonores que lorsqu'on en a besoin, et lumineux aussi. D'autant plus que la nuit, l'inconvénient des avertisseurs lumineux, c'est que ça va se refléter dans les vitrines devant lesquelles vous allez passer, et le reflet va revenir dans la cabine, dans la cellule arrière, et quelque part, vous allez avoir cette notion de je sais plus comment on dit, thromboscope, c'est ça, qui fait que ça peut être excitant. Donc, c'est neurostimulant, donc on évite. Surtout en plus de ça, les avertisseurs sonores sont souvent sur le toit, mais grosso modo au-dessus de la cabine arrière, quoi. Donc, on les a en direct, voilà, si c'est mal isolé. Et puis encore, attention à ce que vous dites, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, il suffit d'une parole pour que ça démarre, quoi. Donc, toujours attention à vos propos. Il vaut mieux des fois rien dire que de sortir des conneries. Bon, bah voilà ce qu'on peut voir, les éléphants roses, les petits trucs. Le syndrome de manque, là encore, c'est pas de la psychiatrie, mais ça entraîne là encore de l'angoisse et éventuellement de l'agressivité. D'accord? Donc c'est à peu près pareil. Il y a les troubles digestifs aussi en plus, tachycardie, tachypnée, la fièvre, la diarrhée. Bon, ça c'est des signes somatiques, mais c'est surtout ce côté agressif. Patient manipulateur, parce qu'il va vouloir avoir ce qu'il a envie, il faut le rassurer, et c'est en hospitalisation générale, c'est pas en psychiatrie. Alors faites attention, parce que la psychiatrie, c'est comme Canada Dry, il y a des choses qui ressemblent mais qui n'en est pas. Les maladies neurologiques, les tumeurs frontales, les méningites, les hémorragies méningées, les hématomes intracrâniens, l'épilepsie, ou alors les maladies métaboliques, l'ivresse aiguë, les encéphalopathies hépatiques, ça c'est plus rare pour vous, les hypoglycémies surtout, et puis les intoxications au monoxyde de carbone. Ah, c'était trop vite. Ça peut donner des signes psychiatriques. Donc là encore, faites attention, quand vous prenez quelqu'un en charge, ne dites pas « Ah, c'est de la psy, c'est encore de la psy, ils nous font chier, ces psys, il y en a marre ». Non, faites attention, l'arbre peut cacher la forêt, et en fait ça peut être des signes de psychiatrie, mais ne pas être de la psychiatrie. Donc toujours prendre au sérieux ce que l'on a devant soi. Et le piège le plus terrible, quelque part, pour vous, c'est le SDF. Le SDF, il a le droit d'être psy comme les autres, quoi. Et on trouve effectivement beaucoup de psychiatrie chez les SDF, mais c'est pas parce qu'il pue qu'il n'a pas le droit d'être malade. Donc, il faut éviter ce qu'on voit un petit peu trop souvent lorsqu'on prend en charge chez ces gens-là, c'est « je charge, je baigne ». Pour faire court, je le prends, et puis le plus vite je m'en serai débarrassé aux urgences, plus vite ça ira. Non, comme toute personne, il a le droit à un bilan, et un bilan avec toutes les constantes, même si ça doit vous poser problème. Faites attention par contre avec ces gens-là, c'est qu'effectivement ça peut être agressif, parce qu'il y a aussi les problèmes d'alcoolisation, et la façon dont vous allez le déshabiller. Un SDF, sa tenue, c'est tout ce qu'il a. Donc, on évite de découper les vêtements, c'est-à-dire qu'on relève autant que faire se peut, on essaye de voir, et puis on n'agit pas comme des brutes, d'accord? Parce que tout ce qu'il a là, c'est sa fortune. Donc on respecte.
hein. Ça veut dire que quand vous l'emmenez, et ça va poser problème, c'est qu'il y a le caddie aussi à prendre en compte. Il y a éventuellement le chien à prendre en compte, parce que ces congénères ne voudront pas s'occuper du chien. Et ces congénères, éventuellement, si vous leur laissez le caddie, ils vont piller le caddie. Donc il faut aussi savoir comment on va gérer ça, sachant que vous ne pouvez pas forcément tout emmener dans l'ambulance. Et le caddie, et le chien, et tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc il faut savoir aussi faire la part des choses. Mais c'est pas parce qu'on ne saura pas gérer et le caddie et le chien qu'on doit pour autant laisser la personne sur place. Parce que non seulement ça peut être de l'assistance à personne en danger, mais ça peut être aussi une notion de délaissement. Les états d'agitation, il n'y a pas que la psy qui donne aussi... Enfin, il y a d'autres maladies en psy, mais pas que ça, qui peuvent vous donner des états d'agitation. Vous avez les bouffées délirantes, hein, les BDA, les bouffées délirantes aiguës. C'est des fois des... Ça ressemble un peu à de la schizophrénie, puis ça dure un court moment. Hein, donc, bon, des fois, il y a des gens qui feront comme un petit bout de schizophrénie, et puis après, ils vont guérir. On n'en reparlera plus jamais. Bon, ils ont fait une bouffée délirante aiguë. Par contre, quand on commence à avoir plusieurs bouffées délirantes aiguës, on parle à ce moment-là d'entrer dans la psychiatrie. Enfin, d'entrer dans la schizophrénie. Les accès maniaques, on en a parlé tout à l'heure. La paranoïa, je ne reviens pas, parce que si vous n'avez pas compris, je m'en vais tout de suite. Les démences séniles, la maladie d'Alzheimer. Les attaques de panique. L'hystérie. L'hystérie, c'est quoi? Ah ouais. Hein. Est-ce que tout le monde peut faire de l'hystérie? Il n'y a pas que les femmes. Alors vous partez du principe qu'un homme peut aussi faire une crise d'hystérie. Ouais? Vous êtes sûr? C'est la question piège. Ah, malgré la racine du mot. Ça vient d'où, hystérie? Utérus. D'accord? Quand on fait une hystérectomie, on enlève l'utérus. Donc normalement, les hommes ne devraient pas faire de crise d'hystérie, parce que si vous trouvez un homme avec un utérus, vous me faites signe. Je demande à voir. Mais oui, effectivement, ça peut se faire. L'ivresse aiguë, on en a parlé, délirium très mince, et puis les causes somatiques qui peuvent entraîner, bien évidemment, de l'agitation. La conduite à tenir, là où je veux en venir, c'est jamais d'acte d'héroïsme. Jamais, 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 jamais. D'accord ? Il vaut mieux alerter le 15, il vaut mieux alerter sa régulation, dire ce qu'il en est, mais on n'est pas Rambo, on n'est pas des surhommes, et il vaut mieux des fois éviter de se faire casser la figure, parce qu'après on ne pourra pas faire grand-chose. Il n'y a pas de peur excessive du malade à avoir non plus. Des fois, il peut y avoir une nécessité de sédation, et à ce moment-là, ça passe par le 15. Prévenir le personnel d'accueil autant que faire se peut. D'accord ? Quand on a une personne agitée, c'est toujours délicat quand on est aux urgences et puis qu'on n'a pas été prévenu. Des fois, c'est bien de savoir qu'on a un agité qui arrive. Ça peut permettre de préparer les attaches, ça peut permettre de préparer un box. Enfin bon. Et puis l'hospitalisation en hôpital public, s'il n'y a pas d'antécédent psychiatrique, vous irez rarement directement sur un hôpital psychiatrique. Quand vous irez en secondaire, mais en primaire, c'est relativement rare. Alors l'attitude face à une personne agressive, c'est d'abord l'isoler du public, parce que si vous restez, si vous la laissez dans son monde, hein, si c'est un peu théâtral et compagnie, la personne va continuer, va rameuter les gens à sa cause éventuellement. Donc pour éviter ça, on l'isole du public. On la laisse s'exprimer. Si elle a quelque chose, si elle est en colère, si elle est agitée, c'est qu'elle se sent lésée quelque part. C'est qu'elle a quelque chose à dire. Donc si vous commencez par lui dire « Écoutez, ça va, calmez-vous », la personne va vouloir quand même s'exprimer. Et ce « ça va, calmez-vous » va faire que renforcer son agressivité. Et à ce moment-là, ça va encore monter d'un ton. Et vous allez finir à en venir aux mains à un moment. Or, ce n'est pas le but et ce n'est pas très éthique. Ne jamais répondre à l'agressivité par l'agressivité, hein, pour éviter la spirale de renforcement mutuel, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire.
reconnaître notre propre agressivité en écho, en réaction à la réponse de celle de l'autre, hein, pour pouvoir la contrôler. Il y a des fois, il y a des gens, rien que quand on les voit, comme on dit, hein, rien que de voir de sa gueule. C'est un peu tout à l'heure ce qui s'est passé de vous vis-à-vis de moi. Quand vous m'avez vu comme vous m'avez vu, vous vous êtes dit, putain, s'il faut passer toute la soirée avec lui comme ça, ouais, bon, d'accord, quoi. Au bout d'un quart d'heure, c'est dommage qu'il n'y a pas une pause, parce que sinon, un, on ne serait pas revenu, et deux, Laurent, le lendemain, avait 10 mails qui arrivaient dans sa boîte en lui disant, mais c'est quoi le mec que tu nous as mis pour la conférence, quoi. D'accord ? Donc, il est bon de savoir et de connaître ses limites. Manifester une attitude d'écoute neutre et bienveillante. Je vous rappelle que vous ne devez pas juger qui que ce soit, même si des fois on a sa propre idée, mais on se la garde. Ce jugement, bien évidemment, ne peut que porter préjudice. Donc, neutre et bienveillant. Montrer que l'on a perçu l'agressivité, hein, parce que l'ignorer a pour effet de la renforcer, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, oui, je vous ai bien entendu. Oui, j'ai entendu que vous aviez quelque chose en récrimination. Ça, il faut que la personne comprenne qu'elle a été entendue. Vous n'avez pas forcément la solution à lui apporter, mais au moins, vous avez de l'écoute. Et quelquefois même de l'empathie. Utiliser des reformulations sous forme de questions pour établir un échange avec la personne. Je pense que dans vos cours, pour ceux qui sont déjà, vous l'avez eu, puisque ça fait partie du programme maintenant. Pour les autres, vous l'aurez. C'est qu'est-ce qui vous fait dire que, enfin, toutes ces choses-là. Faire clarifier les points de désaccord, parce que vous pouvez parler d'une chose et vous êtes très clair dans votre tête, et la personne peut aussi penser à quelque chose, être très clair dans votre tête et pourtant ne pas vous comprendre. Vous savez, c'est un peu ces rails de chemin de fer. Quand on se met devant une ligne de chemin de fer, si on les regarde, on a l'impression qu'à la fin, elles finissent par se rejoindre. Et en fait, elles ne se rejoignent jamais. Et ben, la discussion avec l'autre, c'est un peu ça. On peut croire qu'à un moment, on va se rejoindre, mais qu'en fait, si on continue d'avancer, on sera toujours en parallèle, mais on ne se rencontrera jamais. Ben, ça, c'est ce qui peut arriver si on ne fait pas attention. Et puis, ne pas faire une réponse trop longue pour ne pas relancer le débat ou renforcer l'objection. La personne qui va être angoissée, vous venez la chercher, elle sort de consultation, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, qu'elle avait un cancer ou autre, et elle vous dit ah bah ça fait un quart d'heure que j'attends. Ça se trouve, ça fait peut-être que 10 minutes. Ou elle va vous dire une demi-heure que ça fait qu'un quart d'heure. Et vous, si vous commencez à lui dire oui, mais écoutez, madame, c'est pas de notre faute. On est sorti de l'ambulance. Alors déjà, on s'est aperçu, quand on a voulu sortir l'ambulance, on s'est aperçu que le plein n'avait pas été fait parce que notre collègue de la veille, il l'avait pas fait. Donc du coup, on a été quand même obligé de faire de l'essence. Et puis, mais avant d'aller faire l'essence, on s'est aperçu que c'était pas les bonnes clés du véhicule. Donc du coup, il a fallu qu'on aille chercher les autres clés. Manque de pôle GPS, c'était en panne, donc il a fallu qu'on prenne le plan. Et on est passé par une rue où là, d'habitude, c'était pas en travaux, et là, c'était en travaux. Et en plus de ça, on n'a pas de chance parce que comme elle était en sens unique, on était tombé derrière le camion poubelle qui a fait que de toute manière on était coincé. Comme il n'y avait pas d'autres rues sur lesquelles on pouvait déboucher, il a fallu qu'on reste derrière le camion poubelle, qui fait qu'on a continué. Et en plus de ça, la rue où on aurait pu tourner à gauche, il s'avère que cette rue a été mise en sens interdit à cause des travaux qui ont... Si à un moment elle ne vous met pas un coup de sac sur le nez, vous avez de la chance. D'accord ? Donc on évite de rentrer dans les palabres, on se contient un minimum et on reste courtois. Et puis, on n'hésite pas à passer le relais si la situation s'aggrave. On est deux dans un équipage. Hein, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'il y a un diplômé d'État et un auxiliaire qu'il y a le super et qu'il y a le ramasse machin. D'accord ? Ça peut mieux passer des fois avec l'auxiliaire qu'avec l'ambulancier. Ça peut mieux passer avec l'homme qu'avec la femme. Ça peut... Enfin... Donc c'est celui qui gère au mieux la situation qui prend le truc en main. Mais si jamais devant un patient, vous allez dire « Hé, chef, c'est moi. » De côté,
et c'est moi qui règle. Et quand la victime, enfin le patient va dire « Mais moi, je ne veux pas discuter avec vous. De toute manière, en plus de ça, vous avez une tête de con. Qu'est-ce que vous voulez que je discute avec vous? Je veux discuter avec la dame, là. » Ah ouais, mais vous ne discuterez pas avec la dame parce que le chef de l'équipage, c'est moi. Donc il n'y a qu'avec moi que vous allez discuter. Là, vous êtes sûr que ça ne va pas passer. Hein. Ça, donc, à un moment, il faut savoir mettre son orgueil de côté et puis, à ce moment-là, faciliter l'échange. Ça ne vous empêche pas, en tant que diplômé, d'avoir un œil sur ce qui se passe. Bien évidemment, vous êtes responsable de l'intervention. Mais ne jouez pas les super-héros. Alors, on va avoir deux, trois petites photos. Vous partez du principe que ce sont des ambulanciers. Hein, donc là, il y en a 3. Donc vous en enlevez un, vous enlevez la dernière. Et j'attends vous de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette scène, partant du principe que ce bel éphèbe qui est là est la personne qui est quelque peu psychiatriquement atteinte. Éloigné de la fenêtre, oui, bien évidemment. Quoi d'autre? Des objets dangereux. Qu'est-ce que vous voyez comme objet dangereux? Là, c'est un livre. Ouais, bon, c'est un bouquin. Mais effectivement, je reprends qu'effectivement, tout objet dangereux, il faut qu'il soit évacué. Et vous avez un objet dangereux là dans la bouteille d'eau 2. Eh bien oui, donc la bouteille d'eau 2, il faut l'enlever. Et alors, en général, quand ils sont en train de parler comme ça, quand il est dans son délire, parce que lui, il est complètement délirant, là, hein, je vous le dis pas, mais il y a des chances qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'il y a quelqu'un qui enlève la bouteille d'oxygène. D'accord? Donc profitez-en. Mais par contre, si vous le faites, ayez toujours un œil sur lui. D'accord? Donc il faut à la fois avoir un œil sur la bouteille, mais avoir un œil aussi sur le patient. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette photo? Alors, il a une paire de ciseaux, mais c'est une paire de ciseaux de bourron. Alors, effectivement, il y a la table, c'est que non seulement il faut enlever les objets qui peuvent gêner, qui peuvent être dangereux, mais aussi tous les objets qui peuvent être dangereux, c'est-à-dire faire une certaine place. Parce qu'à un moment, il y a peut-être, s'il est vraiment délirant, Pépère, là, il y a peut-être un médecin qui va devoir venir et qui va devoir le sédater. C'est-à-dire qu'à un moment, il va peut-être falloir qu'on joue au rugby et qu'on fasse un plaquage. Et à ce moment-là, ça serait dommage qu'il s'assomme sur le rebord de la table de la salle à manger, du salon. Donc on fait en sorte d'avoir quand même de l'espace, autant que faire se peut. Il y a des endroits où vous n'avez pas le choix. Hein. Mais quand on peut, on essaye gentiment de commencer, l'air de rien, à faire un petit peu de place pour que le moment venu, on puisse agir. D'accord ? Et puis, si ça va vraiment pas et qu'il est vraiment agité en attendant, il y a des fois, il va pouvoir vous dire de sortir et vous n'aurez pas vraiment le choix. Parce que si vous restez, vous allez vous faire taper dessus. Et donc, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et là, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette photo de ces deux ambulanciers qui s'en vont? J'ai jamais tourné le dos à qui que ce soit d'ailleurs. D'accord? Donc effectivement, on ne tourne pas le dos, ça c'est sûr. Or, c'est ce qu'elle est en train de faire. Autre chose. Alors, c'est pas un coin, vous le voyez mal sur la photo, c'est un poteau en ciment et il est entre le poteau et le mur. D'accord? Et après, là, ça fait un petit recoin et effectivement, on sort de la pièce. Il n'y a rien qui vous choque? La lumière, oui, il y avait de la lumière, mais c'est la photo dont ça a été pris, parce que c'était plus éclairé de ce côté-là. Donc. Ça, c'est ni plus ni moins que du langage non verbal. Hein. Ça, c'est la façon de se protéger. Hein. Et il est clair que la personne en question, il n'a pas réfléchi à de mettre son calepin comme ça. Hein. C'est venu spontanément, c'est cette barrière. Mais c'est aussi cette notion de proxémie. Hein. Proxémie, c'est ce qu'on parlerait de distance. D'accord? Il faut quand même qu'il y ait au moins 1 mètre. D'accord? Parce que, rappelez-vous que
il y a différentes... Bonsoir. Il y a différentes distances. Hein. Il y a la distance intime, hein, 30 cm. Donc, ouais, mais vous savez, quand on est quelqu'un qui a le bras long... Donc effectivement, 30 cm, c'est les distances un petit peu intimes. Après, c'est la distance normale. Et puis au-dessus de 3 mètres, après, c'est la distance publique. D'accord? Donc si vous êtes vraiment trop proche et que vous rentrez dans son intimité, ça risque de ne pas lui plaire. Donc toujours avoir une certaine distance, au moins 1 mètre. Grosso modo, avec la prise de vue, c'est ce qu'il y a. Mais c'est drôle, c'est qu'il y a quelque chose qui, moi, me frappe tout de suite et qui, vous, a priori, ne vous choque pas. Mesdames. Eh oui, les cheveux longs. Jamais de cheveux longs en intervention, parce que effectivement, s'il s'énerve un petit peu trop, il va la choper par la queue de cheval. Et c'est pareil, parce que alors ça, j'en ai vu des ambulanciers avec les foulards, les écharpes, d'accord? Où là, vous allez vous faire choper, et puis bah, vous allez vous faire avoir, d'accord? Donc, pas de foulard, pas de cheveux longs. On évite aussi les badges avec des noms. Si vous voulez mettre votre prénom, libre à vous, mais en tout cas pas de nom de famille. D'accord? Parce que s'il veut vous retrouver, ça risque d'entraîner des petits désagréments. Alors ça peut être parce qu'il a été content de votre service et autres, mais c'est relativement rare. C'est souvent quand ils ne sont pas contents qu'ils ont envie de retrouver. Et puis en plus de ça, il suffit que le psy en question tombe amoureux de votre cher collègue, et puis qu'il a envie de la revoir, et puis qu'après il va la persécuter en lui offrant des fleurs tous les jours. Pour s'en sortir, ça va être difficile. Donc on reste relativement anonyme, mais on peut mettre son prénom. Ça va? D'autres choses à dire, non? Grosso modo? Non? Effectivement, il n'y a plus grand-chose. J'ai pas la photo de face, sinon vous verriez que, grosso modo, le monsieur, il n'est pas aimable, mais il sait faire la personne pas aimable. Alors, petite question. Peut-on attacher un patient agité dans un véhicule sans prescription médicale? Non. Alors attendez, chacun son tour, parce qu'en plus de ça, comme ils veulent enregistrer, et que le micro ne circule pas, tu vas dire plus fort et je vais le redire moi pour que ça puisse s'entendre dans l'enregistrement. Alors, dans les services, même dans les services, on ne peut pas le faire, dit la jeune femme. Sauf que là, je reste sur le côté ambulancier. Vous ne pouvez pas. Alors ça, c'est ce que vous dites. Oui. Vous dites oui. À partir du moment où le patient peut mettre en danger l'ambulancier, son coéquipier ou un tiers. D'accord. Trop tard. Donc le monsieur ici dit oui à partir du moment où on risque de mettre en danger l'ambulancier, le tiers, enfin voilà. Enfin dès qu'il y a un tiers, enfin dès qu'il y a une notion de mise en danger de la vie d'autrui. D'accord. La fameuse histoire de l'autoroute. Moi, on me raconte ce qu'on raconte. En Bretagne. Voilà. Ok. Hein? Non, non. Là, c'est vous qui prenez la décision. Peut-on attacher, c'est-à-dire vous, alors puis-je, en tant qu'ambulancier, attacher un patient agité dans un véhicule, donc dans votre ambulance, sans prescription médicale? Allez, je vous propose que ceux qui disent oui lèvent la main. Ah, quand même. Et ceux qui disent non? Bon, il y en a 3 au fond, perdus là-bas. Alors la réponse à la question, donc qu'est-ce qu'on peut attacher? La réponse est oui.
Yes. We can. Après avoir évalué la dangerosité de la personne, l'ambulancier diplômé d'État peut décider de la mise sous contention à titre conservatoire, c'est-à-dire que c'est fait maintenant et que tout de suite on doit en référer à sa régulation et au 15, en s'appuyant sur les dispositions prévues à l'article 122.7 du Code pénal qui dit « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même le patient, autrui, l'ambulancier, un bien, l'ambulance, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » C'est-à-dire le mec qui te dit « gros con » et que vous estimez que parce qu'il a dit « gros con », vous devez l'attacher, il y a une disproportion. D'accord ? Surtout si en plus de ça, en l'attachant, vous lui cassez un bras. Là, ça ne le fait pas. Si vous lui cassez un bras, il va se passer quoi? Est-ce que vous pouvez être poursuivi? À quel niveau? Alors, il y en a qui me disent civil et il y en a qui me disent pénal. Alors, civil, oui, parce que toute personne qui a causé quelque chose doit le réparer. Et on me dit pénal. Eh? C'est écrit là? N'est pas pénalement responsable. Donc cet article qui dégage la responsabilité pénale de l'ambulancier ne concerne pas sa responsabilité civile pour le cas où un dommage corporel résulterait des mesures de contention mises en œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'attachez, mais vous lui cassez un bras en l'attachant, vous devez réparer et donc vous allez au civil. Dans le cas où la mise sous contention du patient n'est pas réalisée alors que son état l'impose, qu'est-ce que peut encourir l'ambulancier? Mise en danger de la vie d'autrui? Non, ouais. Donc pour vous, il est responsable. Vous êtes sûr? Les autres derrière disent non, obligatoirement. Eh bien oui, non-assistance à personne en danger. Et la notion d'atteinte à l'intégrité physique par manquement à l'obligation de prudence, qui dit le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure, parce que s'il s'agite et qu'il casse le véhicule, il risque de se blesser, de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, ce qu'on a vu avant, ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc vous risquez plus à ne pas l'attacher qu'en l'attachant. D'accord ? La contention, elle se fait bien évidemment avec du matériel adapté ou des liens larges. On ne va pas prendre le style de bande Nilex pour l'attacher qui, au fur et à mesure que ça va s'étendre, va faire un lien complètement, vous savez, complètement fin, là, comme un bas de nylon, enfin, et qui va faire garrot. Donc attention au risque d'étranglement, aux compressions de membres, de la façon dont vous l'attachez, au crachat et aux morsures, hein, parce que quand la main pas content, la main crachée, c'est bien connu. Donc éventuellement le petit masque en papier. Et puis les coups de pied. Vous faites aussi attention à ce que la personne peut avoir dans les poches. Parce que du fait qu'elle aura été attachée, elle va vouloir se détacher. Et à ce moment-là, si vous avez laissé le briquet dans la poche et qu'elle peut avoir accès à la poche et qu'à ce moment-là, elle va sortir le briquet pour mettre le feu, c'est quand même un petit peu dommage. D'accord ? Donc un malade de toute manière sous contention doit être surveillé en permanence, tout le temps. Vous devez aussi avoir à côté de la main un pistolet ou un urinal, hein, de façon à ce qu'une fois qu'elle est attachée, il puisse quand même faire ses besoins. Et dans le cas d'un transport confié à un ambulancier sous contention physique, le praticien doit établir une prescription écrite expliquant la nécessité des mesures pendant le transport. Donc ça, c'est quand on vous le charge, qu'on vous le donne en disant on vous le donne attaché. D'accord ? Donc ça peut se faire. Donc vous devez avoir un papier. Comme je disais tout à l'heure, évitez de jouer les cow-boys. Hein. Une fois, j'ai eu un achot qui devait être transporté par des ambulanciers.
Et donc la chaux, l'hospitalisation d'office, mais on va y revenir après, parce que j'ai gardé le terme. Et l'ambulancier, on lui a dit, on te laisse les attaches, tu nous les ramènes après, il n'y a pas de problème. Non, 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 je sais y faire, parce que moi, vous comprenez, j'ai l'habitude et tout. Oui, mais tu sais, bon, là c'est daté, mais à un moment, il va se réveiller, le garçon. Et puis c'est... Mais non, j'ai l'habitude. Ils ne sont pas arrivés dans le sas, qu'ils l'ont chargé. Et puis il y a une infirmière de l'équipe qui est allée fumer sa cigarette dans le sas de l'hôpital. Puis tout d'un coup, il est revenu en disant, venez voir. Et puis on avait l'ambulance qui faisait ça. C'est bizarre quand même. Un mec qui était attaché. Bah, il l'avait détaché. Et puis bah, le gars, il était en train de tout détruire dans l'ambulance. Heureusement, travaillant dans un service d'urgence qui est aussi un service d'urgence médico-judiciaire, il y avait la police qui était là. Et la seule façon qu'on a eu d'arrêter le gars dans sa folie en train de tout détruire dans l'ambulance, c'est en rentrant par la cellule conducteur, ouvrir la petite fenêtre et au taser, on l'a eu comme ça. Il est comme ça qu'il s'est calmé. D'accord ? L'ambulancier a beaucoup pleuré son ambulance et nous avons changé d'ambulancier et d'ambulance pour pouvoir faire le HO. D'accord ? Donc ne jouez pas les héros. Si on vous dit de l'attacher, si le médecin vous dit qu'il doit être sédaté, vous le laissez sédater. Enfin, vous le laissez attacher. D'accord ? Le transport, bah, le praticien doit s'assurer que les conditions de transport sont assurées en termes de sécurité pour le patient. Je vous rappelle que c'est le médecin qui vous confie le transport qui est responsable. L'administration d'un médicament à visée sédative doit être justifiée dans un courrier destiné à l'établissement d'accueil, avec notamment marqué les produits utilisés, les doses et les heures d'administration. Et une surveillance médicale durant le transport est souhaitable lorsque le patient a fortement été sédaté. Bien évidemment, vous surveillez conscience, ventilation, circulation, et vous faites des transmissions écrites à l'arrivée à l'hôpital. Et j'insiste bien sur des transmissions écrites. D'accord ? Je vous rappelle que ces transmissions écrites feront partie intégralement du dossier du patient. Et puis bien sûr, donc, comme surveillance et transmission, c'est ce que je vais bien vous dire. Hein, donc ça, et j'insiste lourdement, parce que le nombre de patients reçus aux urgences sans transmission écrite, c'est légion. Hein, donc, voilà. Deux petits mots avant de conclure maintenant sur les modes d'hospitalisation. Vous savez que la loi a changé, peut-être. Donc, vous en étiez peut-être arrêté à 3 modes d'hospitalisation, HL, HDT et HO. D'accord ? Donc, il faut savoir que ces modes d'hospitalisation n'existent plus. Donc, le HL, oui. Le HDT, oui, et le HO, oui quand même. De quand ça date ? Ça date du 5 juillet 2011. Donc c'est relativement récent. On ne parle plus d'hospitalisation, mais d'admission en soins psychiatriques. Et donc le HDT est devenu admission en soins psychiatriques à la demande de tiers ou en péril imminent. C'est-à-dire que c'est resté HD, enfin le DT, demande du tiers, est resté, mais on a rajouté le péril imminent. C'est toujours pareil, le même nombre, les certificats, les demandes écrites, la demande du tiers et tout ça, sauf dans le péril imminent où là, il n'y a qu'un seul certificat. C'est fait directement parce que justement, il y a un péril. Et le HO, qui était donc l'hospitalisation d'office, est devenu l'admission en soins psychiatriques à la demande du responsable de l'État, je crois, du représentant de l'État, enfin. Donc voilà. Bon, et ça reste pareil, ça reste dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que la personne est dangereuse pour elle ou pour un tiers. Voilà. Des questions ? J'en ai terminé, en espérant que je ne vous ai pas trop maltraité. Ça va ? Questions ? N'hésitez pas. Je mords pas. Je mords plus. Pas de questions ? Tout est clair ?
C'est-à-dire, Ça fait longtemps que c'est le mieux c'est de parler dans le micro, c'est plus facile. Alors là, c'est plus difficile. En fait, on a eu une hospitalisation, on a été chercher un infirmier dans un établissement, Oui. et on est reparti sans la personne et on a ramené l'infirmière. Mais en fait, on nous avait demandé d'appeler la police. Donc la police ne pouvait pas se déplacer et en fait, on est resté là comme des cons, quoi. Et comment ça se passe maintenant? On est parti sans la personne, quoi. À qui la responsabilité quand on laisse une personne comme ça chez elle, qui avait fugué du centre? Ah, alors, si la personne fugue, elle est sous la responsabilité du centre où elle est hébergée. Et notamment si elle est sous HO, elle est d'autant plus sous la responsabilité de l'hôpital où elle est hospitalisée. D'accord. Donc nous, on avait juste à prendre. Et puis, En général, parlez dans le micro. Oui, nous, on pouvait repartir, quoi, sans... En règle générale, souvent dans ces cas-là, avant, enfin, même maintenant, mais ce sont les ambulanciers, enfin les ambulances de l'établissement qui se déplacent. Mais souvent, ils ont fermé, enfin, il y a beaucoup d'établissements qui, par restriction de budget et autres, ferment ces services ambulanciers et font appel à des ambulanciers privés. Oui, parce que là, c'est des ambulanciers privés qui viennent, donc... C'est ça. Non, c'était une question, ça me... De toute manière, vous n'êtes pas... Vu que tout change, voilà, quoi, c'est pas évident. Il faut savoir que vous n'êtes pas responsable du transport, vous êtes responsable de la personne transportée. D'accord ? Ça veut dire que on vous demande en fait de transporter une personne d'un point A à un point B. Ce qu'on vous demande simplement, c'est que de la prendre correctement et de l'emmener au point B, toujours dans le même état. C'est tout. C'est un patient, ça pourrait être un vase de Chine de l'époque Ming. Et à ce moment-là, on vous demande simplement de ne pas casser le vase entre le point A et le point B. Mais qui est-ce qui est responsable du transport du vase Ming? C'est le transporteur qui a décidé de le faire transporter. D'accord? Il est responsable de l'emballage, de comment devait être emballé le vase Ming, des papiers qui devaient être faits pour passer la douane, tous ces trucs-là. Vous n'êtes que le transporteur, vous devez faire attention au vase Ming et pas le casser. Et ben, si vous transposez ça sur un patient, c'est la même chose. D'accord? Vous êtes responsable du patient, vous n'êtes pas responsable du transport, même si les deux sont étroitement liés. Hop, micro. Et moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. Hein. J'ai une question à poser par rapport à la conduite à tenir face à une personne paranoïaque. Vous dites ne jamais adhérer au délire, mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'adhérer au délire? C'est-à-dire, si la personne dit je suis le fils de la reine d'Angleterre, alors, déjà, on va aller forcément au clash si on... Déjà quand vous dites le transport d'une personne paranoïaque. Je vous ai mis des noms sur les pathologies de façon à ce qu'on puisse, grosso modo, un peu savoir de quoi on parle. Parce que j'aurais pu vous sortir des signes comme ça. Voilà. Mais il est bien clair qu'en tant qu'ambulancier, vous n'avez pas de diagnostic à poser. Donc déjà, vous ne savez pas si c'est un parano, un schizophrène, un truc ou un machin. Tout ce que vous savez, c'est que c'est quelqu'un qui psychiatriquement ne va pas bien. Point. Ça, c'est clair. Après, l'adhésion au délire, non, il ne faut pas rentrer dans son délire. Parce qu'à ce moment-là, ça peut aller très très loin. Vous devez poser des limites. Il y a un cadre à respecter. Par contre, comme je vous disais, s'appuyer sur ce délire pour avoir des informations, ça c'est important. Parce que dans le bilan que vous allez passer au régulateur, au 15 ou autre, il va vous poser des questions. D'accord ? Et lui, au vu de ce que vous aurez dit, il va lui poser un diagnostic. D'accord ? C'est pour ça qu'il est important. Si vous rentrez tout de suite dans le délire, qu'est-ce que vous allez apporter comme élément au SAMU quand vous allez faire votre bilan ? Vous allez dire, il se prend pour le fils de la reine d'Angleterre, et parce que j'ai l'habitude de lire ici Paris, je peux vous dire qu'il a raison. Ça va être léger, hein. Par contre, sur quoi ça s'appuie, hein, ou quand le vidéoprojecteur il me parle, ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me dit, quelle est cette voix? Est-ce que c'est une voix connue, pas connue? Ça, c'est important.
D'accord ? Et puis si effectivement la famille est là et la famille dit, eh ben, on sait qu'il est déjà soigné pour ça, pour une schizophrénie, eh ben ça, vous pouvez le rajouter en disant, voilà, je suis chez un patient qui est connu pour être soigné en schizophrénie. Au jour d'aujourd'hui, il présente les signes qui croient que, alors que d'habitude, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que ça va faire tilt dans la tête du régulateur ? Il va se dire, ah, il est peut-être en rupture de traitement. Donc, les signes vont bien avec la pathologie, mais sauf que d'habitude, il est bien équilibré, là, il ne doit pas l'être. Donc, on va l'emmener pour faire un bilan et puis rééquilibrer tout ça. Et parce que vous serez appuyé sur le délire, vous pourrez donner ces informations-là. Mais si vous lui dites, copain, allez, pour éviter tous les problèmes, je suis d'accord avec toi, t'es le fils de reine d'Angleterre, ben on ne va pas aller bien loin, quoi. Et quand il va vous dire que le vidéoprojecteur parle, et si vous êtes d'accord avec lui, qu'est-ce que ça va vous donner de plus comme information, quoi. D'accord ? Parce que là, c'est gentillet quand c'est le vidéoprojecteur qui parle, mais quand ça va être Dieu qui va commencer à lui dire qu'il faut se jeter par la fenêtre, vous allez lui dire bah, je rentre dans ton délire, je suis d'accord avec toi. Bah, moi aussi, je l'ai entendu Dieu, et aussi, je l'ai entendu dire qu'il fallait que tu te jettes par la fenêtre. Et vous quoi ? Vous sautez en même temps que lui ? Et c'est le premier arrivé en bas ? Je sais pas. Enfin, moi, je m'y risquerais pas de faire la course, hein, mais monsieur le juge, il aimerait pas. Enfin, moi, envie de finir libre. D'accord ? D'autres questions ? Oui ? Ça s'est présenté plusieurs fois. En fait, il y a plusieurs questions. On arrive de nuit. Ouais, bah, sinon, vous m'interromprez si ça fait trop. Oui, non, on fait un pactage. On arrive de nuit. On est appelé pour une HDT. Ouais. Il n'y a que la police, il n'y a pas le médecin. Ouais. Et la police, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit prendre la personne, entre guillemets, de force, la mettre dans l'ambulance, si on n'arrive pas à négocier, si on n'arrive pas à l'amener à venir avec nous dans l'ambulance ? La police nous dit que de toute façon, ils font rien si ce n'est pas une HO. Et au final, au bout du fil, le SAMU nous dit qu'il faut l'emmener de toute façon de force, qu'ils feront une HDTU. HDTU. Alors ça, je me suis HDT souvent demandé. Exactement ça. Ça doit être le péril. Non, mais pour eux, c'est exactement ça. Ouais. Donc, ils voulaient absolument qu'on emmène la personne, nous, de force. La police, ils s'en fichaient, qu'elle soit là ou pas, et qu'ils l'emmènent ou pas. Alors, la police n'a rien à voir, effectivement, dans les HDT. C'est uniquement les HO, puisque le HO est une mesure administrative, alors que le HDT n'en est pas. Et je vous rappelle quand même que la personne, elle est quand même majeure, et que même si elle n'est pas en état de signer une décharge, elle ne signera pas de décharge, on est bien d'accord, mais que vous n'avez pas de toute manière à l'emmener de force. Vous n'êtes pas là pour... C'est pour ça, la police est là pour ça, s'il y a besoin, normalement. Mais voilà, quand on est appelé... Après, il faut arriver à un consensus, quoi. Non, mais parfois on y arrivait, mais parfois, si on n'arrive pas à convaincre la personne de nous suivre, que la police ne veut pas prendre la personne et nous aider à la mettre dans l'ambulance, parce que c'est pas une HO, mais que le SAMU nous dit emmenez-la, et que le médecin, lui, a fait les papiers d'HDT, on est coincé, on laisse la personne, on fait quoi ? Ah bah c'est après quand même au SAMU de prendre ses responsabilités à un moment ou à un autre. Pour eux, c'est HDTU, rien d'autre. Oui, je suis d'accord. Mais là, ça va parce que vous avez accès à la personne. Imaginez que cette personne est barricadée chez elle. Et que le SAMU vous dit à tout prix, il faut l'emmener, il faut l'emmener. Vous allez faire quoi en plus ? Vous allez jouer les serruriers pour ouvrir la porte ? Non, non. Bon, bah alors. C'est une impasse alors. Vous n'êtes pas serrurier, vous n'êtes pas sumo pour pouvoir la plaquer au sol. Donc à un moment, il faut voir avec le SAMU. Il faut que ça soit, je dirais, concevable ce qu'il vous demande. D'accord ? Vous êtes là pour faire du transport. Vous n'êtes pas là pour faire du catch. Ou de la Donc lutte. on laisse la personne. Bah, je crois qu'il faut voir avec le SAMU. Enfin, il faut quand même revoir. Non, mais à chaque fois, ils n'ont pas démordu. C'était HDTU. Donc on a fini en général par laisser la personne. Laurent, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Non. Non, oui, on laisse à domicile. Hein. Oui. Ok, merci. Et on fera une HO longue. Oui, non. Ok, merci. Ça, c'était juste une question, il y en a une autre, non ? Ouais, non, mais ça a englobé toutes mes réponses. Ah, je suis déçu. Les réponses que j'attendais, on va dire. Monsieur. Moi, je voulais voir pour les constantes, parce que la difficulté, ça va être de prendre les constantes du patient. Et est-ce qu'il y a réellement une obligation de les prendre ?
ou on le fait au feeling et si juste la discussion permet de... 37-2. Non mais si on a une personne qui est bien animée, est-ce qu'on a une réelle nécessité à prendre les constantes, enfin chercher à prendre ces constantes ou on peut rouler comme ça et Il est clair que sur quelqu'un qui est agité, vous allez difficilement lui dire « Monsieur, calmez-vous, soyez gentil, installez-vous que je prenne votre tension, parce que sinon, si je ne le fais pas, le médecin il va pas être content. Je pense qu'il va vous envoyer chier avec votre petit tensiomètre. Et il n'aura pas tort. D'accord ? S'il est agité, déjà c'est qu'il est conscient. Il circule, il ventile. Donc ça, déjà c'est bon. D'accord ? Maintenant, de savoir qu'en lui prendre sa tension, de toute manière, comme il est agité, vous allez avoir une tension qui va être augmentée. De savoir que maintenant, à l'heure qu'il est, il a 15 de tension, alors que d'habitude, quand il est calme, il a 12, ça ne va pas nous apporter grand-chose non plus. D'accord ? Donc, les constantes, oui, elles sont importantes, mais elles sont importantes lorsqu'elles sont prenables. Et que ça vous donne des constantes qui soient correctes. Parce que si c'est pour prendre une constante dont la valeur est complètement erronée, elle ne sert à rien. Enfin, je veux dire, si vous essayez de prendre un pouls et que le mec il vous enlève le bras toutes les 10 secondes, vous ne prendrez jamais votre pouls. Alors si vous arrivez à le choper vite fait et que vous donnez un 120 alors que c'est pas vrai, quel est l'intérêt de donner des constantes erronées? Par contre, il faut justifier sur votre fiche pourquoi vous n'avez pas pris les constantes. Ce qui veut dire que, 1, vous y avez pensé, que 2, vous avez bien voulu les prendre, mais que les circonstances ne vous ont pas permis de les prendre. Constante imprenable, car personne trop agitée est dangereuse. Voilà. Vous n'allez pas vous mettre derrière un bouclier avec votre thermomètre pour y aller. D'accord ? Faut rester raison gardée, quoi. Non, parce que tout à l'heure, j'ai eu l'impression que vous aviez appuyé dessus. Alors, j'ai appuyé sur une chose qui sont les transmissions écrites arrivées à l'hôpital. Ça, c'est important. Mais ça fait partie des transmissions écrites si vous n'avez pas pu prendre les constantes. Vous avez justifié pourquoi vous ne les avez pas prises. Mais en tout cas, vous avez dit que vous vouliez les prendre et que vous auriez bien voulu surveiller la personne pendant le... Voilà. Si après elle se calme de l'ambulance et pendant le transport et que vous pouvez les prendre, eh ben vous le marquez. Tension ou pouls pris pendant le transport à 1 heure de l'intervention, enfin à telle heure, enfin voilà, 50 minutes après le début de l'intervention, enfin voilà, après que la personne se soit calmée, enfin voilà. Mais il y a une trace, voilà. Vous avez quand même fait votre boulot correctement. Moi, mon inquiétude, c'est je prends un patient qui, tout d'un coup, qui commence à m'agresser dans mon véhicule. Comme on dit, voilà, il faut prendre la personne plus, faire de contention et autres. Je n'arrive pas. Elle est plus imposante que moi. Qu'est-ce que je dois faire? Arrêter la voiture et... Vous faire casser la gueule. Voilà. Je peux me défendre. Que faire? On a le problème avec les équipages aussi, quand il n'y a que 2 femmes ou effectivement 2 mecs qui sont comme ça. Enfin voilà. Il y a un moment, vous pouvez pas tout faire non plus. S'il est en train de vous casser le véhicule, à un moment, il ne reste plus qu'une chose, c'est d'ouvrir la porte et puis le mec il se tire. Mais il faut au moins prévenir. Enfin, je veux dire, de toute manière, il faut que le SAMU soit averti de ce qui se passe en temps réel. Maintenant, vous n'allez pas lui dire... Je suis désolé, je suis chez moi, t'as pas le droit de casser mon ambulance, sinon c'est vilain garçon. Le mec, il y a longtemps qu'il vous entend plus, hein, donc si à un moment il se tire, quoi. Mais par contre, il faut le prévenir, Et puis, est-ce que ça sert de courir après, derrière, pour traverser l'autoroute? Je suis pas sûr. Hein? Pardon? Ah ouais? Oh, je sais pas qui c'est qui vous a dit ça, mais... oh là là. Non, vous n'êtes pas responsable du transport, vous êtes responsable de la personne transportée.
Donc, à un moment, oui, mais si à un moment, à partir du moment où la personne a commencé à vous taper dessus, ou elle est partie de force ou autre, vous vous rendez compte. Par contre, on vous en voudra si vous ne vous rendez pas compte. Hein, c'est vous arrêtez votre véhicule, je me situe à tel endroit, il vient de se passer ça. Voilà. Le mec, il peut aussi avoir cassé les liens que vous lui aviez mis, enfin voilà, mais après, il faudra prouver. Donc, tout ce que vous faites, tout doit être écrit. C'est la politique de l'écrit maintenant. Hein. Donc, tout doit être écrit. Je l'ai attaché à telle heure, il s'est passé ça à telle heure. Enfin, voilà, parce que si après, on va devant monsieur le juge, il voudra tout savoir à la minute près. Donc, plutôt que de refaire ça a fortiori quand vous y penserez plus, vous direz, en fait, il était quelle heure? Je sais pas, il était 3h moins 5, 3h05. Non, ça, monsieur le juge, il aimera pas. Donc, dès qu'il arrive un truc, paf, on note. Donc, si vous ne pouvez pas noter parce que vous avez autre chose à faire, je pense que si vous passez le message à votre régulation, de l'autre côté, elle note ce qui s'est passé et elle note les horaires, normalement. Donc, les blocs horaires, ils doivent être pris. Mais en tout cas, tout doit être marqué.